Alors, on a une quatrième intervention. Après, on peut bien sûr discuter de tout ça. C'est de Abdelmajid Azouine de Maroc. Il est enseignant-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat et spécialiste en études théâtrales. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Voilà, qu'il me soit à mon tour permis de remercier le comité d'organisation. Je remercie essentiellement M. Omar Ferkat de m'avoir associé à cette belle expérience. Ma communication s'intitule Le théâtre et ses alternatives à l'épreuve de la crise pandémique. Je vais essayer dans un premier temps de cadrer théoriquement le concept de l'alternatif. Et par la suite, j'essayerai de voir quels sont les enjeux esthétiques qu'il cache. Et de fil en aiguille, je m'arrêterai sur quelques expériences relevant du répertoire mondial, comment ils ont su vivre ce moment de crise, théâtralement bien sûr, avant de finir avec quelques exemples d'expériences au niveau du Maroc. Donc, au lendemain de la crise pandémique qui a affecté le monde entier depuis décembre 2019, nombreuses sont les questions qui ont été soulevées par ce contexte exceptionnel, tant sur le plan sanitaire, économique, social, que sur les fondements des rapports interhumains, voire sur le sens même de la vie et de l'existence humaine. Le théâtre, à l'image de toute autre production de l'homme, n'a pas été épargné par cette ère de soupçon qui s'est installée. Dès lors, des visions plus radicales sont allées même jusqu'à remettre en cause le pourquoi de l'existence du théâtre, plutôt de toute activité culturelle, littéraire ou artistique, sous prétexte qu'un temps difficile comme celui que nous traversons actuellement n'a besoin que de sciences dures, vues comme une voie salvatrice à toute l'humanité. Donc, parallèlement à cette question sur le pourquoi de l'existence du théâtre, comme genre artistique, se développe une autre question, plus urgente, concernant l'aptitude du théâtre à la résistance face à cette crise. Par quels moyens et selon quelles modalités les créateurs, les metteurs en scène, les dramaturges vont développer une activité théâtrale et maintenir une certaine vie sur scène. De là, des techniques vont émerger dans l'univers de la pratique théâtrale. Il s'agit entre autres de la fixation, la captation, la reproduction, la digitalisation, la numérisation, la mise en ligne, le live streaming de l'événement théâtral et le retour aux enregistrements radiophoniques ou télévisuels dans l'esprit de recréer cette ambiance d'aller au théâtre depuis chez soi. Donc, dans cette présente contribution, nous mettrons l'accent sur les enjeux esthétiques sous-tendus par ces alternatives théâtrales. Dans un second temps, nous essayerons d'éclaircir la plus-value que ces procédés technologiques apportent à la pratique scénique et quelle réception leur est dévolue. Cette réflexion tentera aussi d'interroger dans le contexte marocain des professionnels et des dirigeants de quelques espaces culturels théâtraux pour voir à quel point ces alternatives théâtrales leur ont permis de dépasser cette crise et quel genre de dépassement ou d'enrichissement ils proposent. Du point de vue étymologique, le mot alternatif contient le préfixe alter, qui signifie autre, et renvoie donc à un choix entre deux options. Dans le même sens, le Robert précise que ce terme renvoie à une solution de remplacement, à l'idée du parallèle et du doux. On parle de médecine parallèle, par exemple. Dès lors, quand on pense en termes d'alternatives, de substituts, et qu'on examine historiquement le changement et les effets qu'il produit, on remarque qu'il est la résultante d'une situation contraignante, que c'est une forme de résistance pour continuer à exister, sinon pour se créer une nouvelle façon d'être et de devenir.
Certes, trouver une alternative est coûteux, que ce soit en termes de temps ou d'effort. Il implique un dépaysement loin de ses zones de confort pour se repositionner après une période d'adaptation sur d'autres zones certainement plus vastes et avec plus de possibilités d'agir. Cependant, il faut reconnaître que l'histoire du théâtre, que ce soit sous sa forme textuelle ou spectaculaire, est parsemée de moments difficiles, où ce genre s'est trouvé dans l'obligation de défier des contraintes d'ordre esthétique et parfois aussi technique, parmi lesquelles nous pouvons signaler l'idéal de règles qu'il a toujours accompagné et que, à chaque fois qu'il était question de se libérer de ses fers, les dramaturges en concevaient d'autres jusqu'à faire du théâtre la première manifestation de ce que l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, allait appeler au lendemain des années 60 une littérature à contrainte. Donc le théâtre est la manifestation parfaite de cette littérature à contrainte du point de vue textuel et bien sûr du point de vue spectaculaire aussi. Sur le plan technique, nous pouvons citer toutes les difficultés liées à l'intrusion de la machinerie dans les dispositifs scéniques et dans la création des décors, avec tous les risques de dysfonctionnement que cela présuppose, sans oublier le développement de certains sous-genres théâtraux qui sont nés à partir de contraintes en rapport avec des choix esthétiques. Nous entendons par là, à titre illustratif, le théâtre de chambre, je cite bien sûr Jean Tardieu, 1955. Donc, ce sous-genre fonctionne par une limitation extrême des moyens d'expression scénique, du nombre d'acteurs, de spectateurs et aussi des thèmes abordés, tout en accordant plus d'importance à la pêlure psychologique, aussi bien chez le comédien que chez le récepteur, ce qui sera annonciateur de toute l'esthétique de la pauvreté et d'un théâtre minimaliste, comme le préconise bien sûr Jerzy Grotowski. Donc le théâtre a fait des contraintes qu'il était amené à surpasser une logique de son fonctionnement, voire de son évolution. Et donc nous devons prendre cette phase qu'il est en train de vivre comme manifestation d'une volonté de la part de ces hommes de continuer à assurer la même fonction, quoique les moyens dont ils disposent ne soient plus les mêmes. Et donc la contrainte fait partie de l'histoire de l'évolution du théâtre. Et donc ce que nous traversons actuellement n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait partie de la logique, disons, interne de son fonctionnement. Cependant, penser l'alternative en rapport avec la création théâtrale traduit de notre part une position qui serait commune, sinon partagée par une majorité, comme quoi il n'y a de théâtre que sous sa forme conventionnelle et canonique, basée principalement sur ce présent ambiant qui réunit regardants et regardés dans un lieu appelé communément théâtre, salle ou lieu de représentation. Ceci nous impose d'emblée un réexamen de cet acte sur plusieurs plans. Il faut tout d'abord que ce théâtre signe un acte de résistance au sens deleuzien du terme et maintienne une certaine vie. Le pari donc se joue à notre sens sur deux axes principaux. Le premier, comment créer ces alternatives théâtrales et pour quel récepteur? La question du récepteur, il est fondamentale. Et dans l'interrogation sur le comment, on repose automatiquement les questions inhérentes aux moyens mis en œuvre, dans quel espace-temps et selon quelle esthétique. Au-delà de ce contexte de crise qui nous dicte cette logique de recherche de substitut à une pratique consacrée par l'habitude et par la praxis, la rencontre entre l'univers de la création artistique de façon générale et le médium technologique remonte à bien longtemps. Le philosophe allemand Walter Benjamin, dès les années 40, dans son bref essai appelé « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », pose les premiers jalons de cette rencontre où l'œuvre d'art a beaucoup perdu au niveau de son aura, au niveau de son unicité, avec l'avènement d'un art reproductible qui s'adresse aux masses, qui est la photographie et le cinéma. On passe alors, selon Benjamin, des valeurs rituelles et cultuelles à la valeur d'exposition de l'œuvre d'art. Je le cite, « À mesure que les différentes pratiques artistiques s'émancipent du rituel,
les occasions deviennent plus nombreuses de les exposer. Et c'est l'état de choses actuellement, puisque on passe de cette dimension rituelle et culturelle à une autre dimension où ce qui prime beaucoup plus, c'est l'exposition. Le théâtre comme forme artistique ne va pas déroger à cette règle, compte tenu de son évolution dans le temps, notamment en termes de conception, de reproductibilité et de diffusion, en l'occurrence avec la prolifération des médiums de fixation et de rediffusion. Certes, le théâtre est avant tout visuel, comme le veut son origine grecque. Il émane du verbe théomai, en grec qui signifie observer et contempler. Mais il n'est pas que cela. C'est ce qui revient dans les propos de David Carnevali, dans un article intitulé « De l'urgence du théâtre au temps du coronavirus ». Donc je le cite, « Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le théâtre n'est pas uniquement regarder et écouter des acteurs qui parlent et qui se déplacent sur une scène. Le théâtre est fondamentalement la manifestation physique de quelque chose qui advient devant un public. » Donc, fin de citation. Mieux encore, étant une mimésis du réel, il se construit sur la base du faux semblant. La théâtralité, c'est l'art de créer, de jouer et parfois aussi de déjouer l'illusion du réel dans une sorte de pacte tacite liant regardeur et regardé. L'événement théâtral n'est pas forcément à vivre dans le Ekenuk, mais c'est à voir selon d'autres connivences de réception fondées beaucoup plus sur l'instantanéité distanciée, sur l'immédiat médiatisé et sur le différé. Le spectateur accepte ce qui lui est présenté comme si c'était vrai. La part de la convention a son gros mot à dire pour instituer l'objet de ce consensus comme norme, et tout ce qui s'en détache sera considéré comme un écart. Ainsi, dans ce climat d'incertitude où nous sommes, et vu ce manque de visibilité par rapport à un après-Covid, si après il y aurait, ce produit que nous apercevons comme alternatif risque de devenir une norme sur laquelle nous devons bâtir toute la théorie théâtrale future. Donc finalement, il ne s'agit que de conventions. On assiste au théâtre qu'on connaît très bien selon des conventions, selon des connivences de réception, et pourquoi pas ces alternatives ne feraient pas l'objet d'une autre convention, et où, bien sûr, ce qui prime finalement, c'est le spectacle que l'on va voir. Donc les adeptes de cette nouvelle position considèrent que le théâtre a des atouts qu'il faut exploiter à bon escient. Il est avant tout une fiction qui prend forme en recourant à une pléthore de signes. Comme le note le sémioticien Umberto Eco, je le cite, c'est le théâtre et fiction, c'est parce qu'il est avant tout signe. Ce caractère fictionnel, conjugué à une certaine part de l'imagination, laisse le théâtre perméable à ces nouvelles formes de le faire et de le diffuser. Dans cette réflexion sur ces nouvelles formes, la question du lieu demeure fondamentale, puisqu'elle instaure un nouveau rapport avec le récepteur. Elle fait de l'esthétique brechtienne l'un de ses chevaux de bataille, dans la mesure où les ficelles de la théâtralité sont affichées au récepteur de manière à mettre en avant et de façon explicite la dimension artificielle du jeu théâtral, dans l'objectif de le guider beaucoup plus à une certaine prise de conscience par rapport à l'intrigue développée. C'est ce qui revient dans les propos de Calvin Stoyev, directeur du théâtre de la Cité, pour qui il est question de réinventer notre lien avec le public. Donc la question du lieu, elle est fondamentale dans le sens où le lieu, dans le théâtre, dans ces théâtres alternatifs, bien sûr, ne sont pas des lieux physiques, il y a l'écran, et l'écran installe essentiellement ce rapport de, voilà, on est devant un spectacle. Donc la dimension, plutôt l'esthétique brechtienne, elle est beaucoup plus visible dans ces alternatives. Dans ce sens, les écrans ont plus de possibilités d'échange qu'offrent les multiples outils numériques, peuvent remplir amplement cette fonction. Une fois que le théâtre, durant toute la période du confinement, a détrempé tous ceux qui ne croyaient pas en sa fonction sociale et cohésive, en leur prouvant, comme d'ailleurs les autres produits culturels,
qu'il n'a jamais été une activité gratuite ou un passe-temps simplé, et puisque le lien est justifié entre le théâtre et ses doubles ou ses doublures, il est temps de voir quel genre d'inventivité cette crise sanitaire a stimulé chez les hommes de théâtre et de s'arrêter sur quelques expériences fondatrices dans ce sens. Nous citons premièrement des représentations à l'extérieur, renouant avec l'origine rituelle et cultuelle du théâtre. La place publique supplante les salles de spectacle et offre plus de liberté en temps de distanciation et de gestes barrières. C'est-à-dire on renoue avec la place publique pour organiser des spectacles. Ce genre de représentation contourne les différents types de restrictions en rapport avec le nombre de récepteurs et leur disposition dans l'espace, renoue avec les origines du théâtre, réhabilite le lien social et intime qui se crée lors des représentations entre le public et les comédiens. Cependant, il pose d'autres types de problèmes en rapport avec la visibilité du spectacle, sa qualité sonore et surtout les conditions de sa production qui souvent se réduisent à un strict minimum, vu comme nécessité et non comme un choix de mise en scène ou autre. C'est ce que rapporte Dominique Lotte, qui est attachée de presse et médiatrice culturelle à Avignon et à Paris, donc je la cite. Le théâtre, parlant d'une expérience de théâtre appelée le théâtre de Kalam. Donc le théâtre de Kalam, dont je m'occupe, a lancé l'idée de représentation en extérieur et on a travaillé sur cette solution qui aujourd'hui plutôt se généralise. Ça a marché du tonnerre. Fin de citation. Donc face aux contraintes devenues accrues au sein des artistes, des comédiens, performeurs, des artistes plasticiens, des musiciens et metteurs en scène, qui ne trouvent plus un champ de travail, l'inventivité sera excitée, ce qui va générer des idées des plus novatrices. C'est bien à l'aphorisme bien connu, trop connu d'Antoine Vitesse, qu'on peut faire théâtre de tout, que tente de répandre une nouvelle expérience menée par le Nouveau Théâtre Expérimental, qui est une troupe canadienne installée à Montréal. Celle-ci a opté pour la voie de l'expérimentation et l'idée du théâtre laboratoire pour aller plus loin dans les projets de création qu'ils entreprennent durant cette époque de crise. C'est ce qu'affirment ses directeurs, Alexis Martin et Daniel Barrière. Donc je les cite. « Curieusement, on travaille énormément ces temps-ci. Paradoxalement, la pandémie nous aura permis et donné les moyens de penser plus profondément ce que l'on fait, d'aller encore plus loin dans les œuvres. » Une autre alternative assez parlante est celle menée par Wajdi Maouad, directeur bien sûr du Théâtre de la Colline, qui publie son journal de confinement sur le site de son théâtre, dans l'objectif de défaire le confinement par ce qui nous rend humains, la parole partagée. La particularité de cette initiative, c'est qu'elle répond à un besoin parallèle à l'événement théâtral, c'est celui de la nécessité d'un discours tenu sur le théâtre, non seulement comme un objet artistique, mais aussi comme un objet de réflexion, ce qui peut assouvir aussi bien praticiens, théoriciens, analystes que le simple spectateur non averti. Une autre expérience assez évocatrice est celle initiée par la compagnie Ouidir, qui prépare et présente ses spectacles par visioconférence. Ainsi, les répétitions auront lieu à distance, ce qui les transforme en des exercices de mise en voix du texte. Par contre, les représentations sont diffusées directement sur des réseaux sociaux et sur des plateformes qui permettent au public d'interagir avec toute l'équipe de production. Notons également une autre catégorie de représentation théâtrale qui a emprunté au cinéma ses techniques de travail. La scène est conçue à l'image d'un plateau de tournage. Le positionnement des caméras ne se fait pas selon la vision de la scène à l'italienne. La diffusion en direct est régie par une réalisation qui se fait selon les normes reconnues par la diffusion télévisuelle en direct. Voilà, c'est juste des exemples. J'ai essayé de choisir les plus pertinents. Pour le cas du Maroc, donc, les activités phares proposées ou initiées par le ministère de tutelle pendant cette période. Donc, nous avons la célébration de la Journée nationale du théâtre, une manifestation qui s'est déroulée à distance le 14 et 14 mai, plutôt du 14 au 17 mai, à travers la rediffusion sur le site officiel du ministère des pièces qui ont été primées les 4 dernières années par le Grand Prix national du théâtre.
La même stratégie a été aussi adaptée sur le plan régional et aussi pour la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Donc la Journée mondiale et nationale ont eu le même déroulement. C'est donc revisiter, c'est même pas revisiter, rediffuser donc des anciennes représentations filmées. Surtout, on insiste sur les représentations primées les 4 dernières années. Pour certains directeurs de théâtre, il est hors question de réfléchir. J'ai toute l'expérience du Maroc qui reste. J'aurais besoin juste de 10 minutes de plus. Donc pour certains directeurs de théâtre, il est hors question de réfléchir sur des formes alternatives de théâtre pendant cette période. Pour eux, le texte de loi qui cadre leur travail et la structure qu'ils gèrent considérés uniquement comme étant une plateforme de présentation. Donc tout ce qui est production ne relève pas de leurs compétences. Ceci nous conduit à évoquer la question des représentations à huis clos menées par le ministère vis-à-vis des projets théâtraux qui ont réussi à avoir le soutien. Ce choix ne dépend nullement de la volonté des troupes ou du ministère du tutelle. Il est tout simplement une réponse à une clause dans les cahiers de charges liant ce ministère à celui des Finances, qui stipule que les représentations théâtrales doivent avoir lieu dans des structures culturelles dédiées à ce genre de manifestations, parce que l'expérience des présentations à huis clos a fait couler beaucoup d'encre chez nous. On croyait que c'était un choix de la part du ministère de la Culture, alors que non, c'est une imposition faite par le ministère des Finances qui stipule que les représentations doivent avoir lieu dans des lieux, bien sûr, culturels. Voilà, donc je saute rapidement. Je prends quelques témoignages. J'ai interrogé par exemple Tariq Rib, qui est un scénographe, chercheur en théâtre et art de la scène et directeur de la Maison de Culture de Bni Mellal. La crise sanitaire et le confinement sont le moment opportun pour trouver des formes nouvelles afin de maintenir l'activité théâtrale au sein des structures relevant du ministère de la Culture. Donc, au lieu de poser de fausses problématiques sur la faisabilité ou non de ce genre d'activité, c'est pourquoi elle a évoqué une adaptation avec le nouveau contexte et bien sûr la programmation pour laquelle il a opté. C'est fait de la façon suivante. Parfois, il y a des représentations en live il y a la troupe qui fait la représentation et c'est diffusé en live. Et parfois, il y a bien sûr le retour à des représentations, bien sûr, déjà filmées. Donc, M. Tariq Rib a mis en avant également une collaboration qu'il a menée avec un jeune, Ftah Achiq. Ce metteur en scène a développé une forme de représentation théâtrale conçue particulièrement pour être diffusée en direct et en ligne sous forme de scénettes de 2 à 3 minutes, ce qui permet d'autres canaux d'interaction avec le spectacle en direct et en différé, chose que l'on peut avoir de la même façon dans la forme habituelle du théâtre. Mieux encore, cette interactivité avec le public permet d'avoir un autre regard sur le travail théâtral et participe de cette vision brechtienne visant à avoir un spectateur conscient de ce qui lui est présenté. Ce genre d'expérience qualifiée par Tariq Rib de théâtre virtuel ou numérique n'est pas tributaire de cette situation épidémique. Il s'est beaucoup développé dans le contexte anglo-saxon et bien sûr nous sommes en train de la découvrir pour l'adapter. Donc l'idée de l'alternative au théâtre n'a pas été tout le temps partagée. Pour d'autres structures, le raccourci qui a été trouvé, c'est notamment de lancer des travaux d'aménagement pour avoir des meilleures structures, pour un meilleur accueil du public. Pour Hassan Hennouch, qui est à la fois metteur en scène et président de la Fédération marocaine des troupes théâtrales professionnelles, directeur aussi de la troupe Tinsift, la crise que traverse le champ de la création théâtrale n'est pas que la résultante de la crise sanitaire. Elle remonte à bien longtemps. Globalement, c'est difficile de parler de formes alternatives produites lors de ce temps de crise sanitaire dans le contexte marocain. Le raccourci qui a été le plus souvent emprunté, c'est de présenter certains enregistrements de représentations théâtrales sur les réseaux sociaux, ainsi que l'animation de quelques ateliers de théâtre à distance et le recours à des fictions radiophoniques. Par contre, il souligne le regain que l'écriture théâtrale a connu comme dans une réhabilitation de cette pratique du fait que les dramaturges disposaient de plus de temps pour aller jusqu'au bout de leur esquisse ou ébauche de projet. Encore faut-il mentionner les metteurs en scène les plus inscrits dans une démarche de recherche-action, j'allais dire recherche-création,
auront plus de temps pour réfléchir sur leur travail et certains d'entre eux ont commencé des projets d'écriture et leurs futurs textes, Et que l'on peut même assister à une nouvelle tendance de dramaturge metteur en scène, ce qui pourrait permettre une nouvelle phase de la coopération. Je m'arrête en fin de compte sur le théâtre amazirophone rapidement. Quant au théâtre amazirophone, il faut signaler qu'il a été aussi fortement impacté par la crise sanitaire. L'événement phare que tous les praticiens attendent annuellement est le prix national de la culture amazigh du théâtre, organisé par l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh. Le prix de l'édition 2019 prévu l'année dernière a été attribué sur la base d'enregistrements de représentations faites avec ou sans public, ce qui a posé un sérieux problème pour le jury au niveau des critères de choix et d'évaluation. Par contre, l'édition 2020 a été entièrement reportée et le soutien accordé par l'Institut aux professionnels est suspendu pour cause de manque de production. En guise de conclusion, je signale deux choses. Donc, évaluer sereinement cette phase d'évolution du théâtre nécessite de notre part un certain recul, un positionnement à l'extramuros de cette phase, en lui accordant le temps nécessaire pour mûrir. Et donc, ainsi, à l'ère de la crise sanitaire, le théâtre a su résister en réinventant de nouveaux modes d'existence et de diffusion, en fondant de nouveaux liens avec son récepteur, dans une sorte de déterritorialisation nécessaire à son adaptation, et maintient par là son questionnement permanent sur ce que l'humain, ce que la vie et ce que le sens de cette vie. Je vous remercie vivement pour votre attention. Merci beaucoup à tous les intervenants. On a donc eu la chance d'avoir donc des reçus de 4 pays, 4 dramaturgies, dramaturgie de l'écoute, dramaturgie visuelle ou scénographique, dramaturgie de la télé, on pourrait dire, dramaturgie de confinement. Alors, c'est une grande crise qu'on a en ce moment, on pourrait dire. Maintenant, pour moi, dans tout ce que j'ai entendu, il y avait beaucoup de chances. Donc, ma question à vous serait, quelles sont les chances que vous voyez dans ce que vous avez présenté ici? Alors, les chances pour un avenir plus tard. Peut-être vous pouvez commencer. Les champs, je ne comprends pas la question. Le champ